l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Je m'appelle Michel Nenayer. J'ai fait différentes choses dans ma vie. J'ai commencé par travailler dans l'éducation, dans l'enseignement. J'ai fait de la formation d'enseignant, j'étais beaucoup dans le monde de l'enseignement. Et dans ce cadre-là, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle l'éducation nouvelle, qui a été pour moi une source quasi inépuisable de réflexion, d'outils, de questionnements, de disputes, de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que je me suis vraiment formé à travers cet espace-là. Et en même temps, je pense que je me suis formé à travers le cinéma, à travers la littérature, mais j'en reparlerai peut-être plus tard. Donc il y a ce côté enseignement, éducation. Ensuite, une bifurcation dans ma vie, ça a été le moment où j'ai découvert ce qu'on appelle l'analyse du travail. D'autres appellent ça ergologie. Et c'était une manière de faire j'allais dire de l'anthropologie, au sens où le travail est constitutif de l'être humain. Depuis la préhistoire, les êtres humains créent des objets, aménagent leur espace de vie, et c'est parce qu'ils travaillent, c'est parce qu'ils inventent, parce qu'ils apprennent à faire des choses, à couper la minette, à tailler du bois, ils ont inventé la roue, ils ont inventé le calcul. Donc le travail m'a beaucoup intéressé, et je suis un militant du travail, et en même temps le travail c'est la première aliénation de l'être humain dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on est dans un monde qui est ce monde capitaliste dans lequel le travail est exploité, le travail des uns est exploité par les autres. Donc ce paradoxe m'a beaucoup fait réfléchir, et je reparlerai tout à l'heure de ce que je fais à Actes en particulier, mais c'est lié à cette dimension du travail. J'en ajouterai une autre, ou deux autres. C'est la question d'écriture. J'ai découvert l'écriture alors que j'étais mauvais élève et que tout le monde me disait que j'écris vraiment comme je ne sais pas quoi. En fait, j'ai découvert la notion d'écriture créative. Et l'écriture créative, la création, je pense que c'est un vecteur de développement des êtres humains extrêmement important, et qui leur est souvent volé, sont empêchés. Et enfin, un dernier point, sans être trop long, c'est la notion de culture de paix. Culture de paix. Donc, culture de paix, j'ai eu la chance de grandir dans une ville qui était porteuse de cette notion de culture de paix, et cela m'a permis de me relier à des éléments de ma vie, puisque je suis né après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle la question de la paix, et plus précisément des réconciliations, est une question importante. Je crois qu'il y a un espace pour la réconciliation entre les êtres humains, qui est un espace éthique, qui est un espace de beaucoup de prudence, de beaucoup de respect des personnes, un espace éthique au sens où il s'agit de réintégrer dans l'humain des personnes qui sont sorties de l'humain. Personnes qui ont commis des actes, qui les ont mises au banc de la société humaine, et ces personnes, il faut les réintégrer dans l'humanité. Donc l'enjeu, il est là. Si tu devais nous parler de ton engagement, de ton travail aujourd'hui, notamment autour des questions de pédagogie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Alors, je voudrais dire que un principe essentiel, c'est ce qu'on appelle le tous capable, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur l'autre, et le regard
qui est par principe positif. On est dans des sociétés dans lesquelles, au contraire, on est sur une sorte d'échelle entre des gens qui seraient plus capables que d'autres, etc. Et cette notion-là, je la récuse, parce que c'est celle qui, dès la toute petite enfance, crée les inégalités. On pense que certains ne sont pas comme les autres. Et donc, si on pose ce principe, qui est un principe qui va contre l'évidence, parce qu'on n'est pas tous pareils, si on pose ce principe-là comme comme lanceur d'action, on travaille autrement avec les autres. Donc, on va chercher chez autres, dans la pédagogie notamment, que ce soit avec les enfants ou les adultes, on va chercher où sont les ressources. On va chercher les moyens qui leur permettent à ces personnes de prendre conscience de leurs ressources. Donc ça, c'est un aspect. Après, il y a peut-être, tu pourrais poser la question, je te répondrai autrement. Oui, il y a aussi la question de la pédagogie comme acte politique. En quoi est-ce que pour toi la pédagogie est un acte politique ? Complètement, la pédagogie est un acte politique. Je fais partie de ces mouvements qui travaillent au changement de la société à travers non pas seulement l'école, mais le rapport au savoir. Je pense que l'école, elle joue un rôle de classification sociale redoutable aujourd'hui. Elle doit changer profondément, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il n'y a pas d'éducation, de mon point de vue, sans viser d'un changement social. Tous ceux qui disent que non, que la pédagogie c'est un acte neutre, non, je n'y crois pas. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être pédagogue pour reproduire l'existant. L'existant me convient pas. L'existant me convient pas pour plein de raisons. Quelle raison, il me convient pas parce que c'est la négation du temps de personne, parce que c'est la classification des êtres humains, parce que c'est la soumission à l'intégration de l'éducation au monde du travail capitaliste, dans la société capitaliste. Donc l'éducation, la mienne, celle que je cherche, et puis d'autres autour de moi, elle cherche à permettre le changement social sans le préconstruire totalement. Mais le changement social, c'est fondamental. Pourquoi, au fond, on fait les choses si on veut les garder à l'identique ? À quoi ça sert ? Quelles sont les démarches et outils pédagogiques sur lesquels vous vous appuyez pour participer à cette société émancipatrice ? Alors, j'ai envie de dire, parce que c'est le domaine que je connais, c'est l'accent mis sur la création, que ce soit l'écriture, les arts plastiques, le cinéma, la photo. Enfin, la notion de création, la création, c'est un espace de construction de savoir, pas un espace de loisir. C'est un espace où on travaille son histoire, on travaille l'histoire des autres, on produit, on donne à voir, on produit des traces. L'être humain sans trace, c'est presque plus un être humain. Et de ce point de vue-là, je suis très sensible à l'extrême inégalité des êtres humains face à la possibilité de produire des traces. Certains peuvent le faire, parce qu'ils sont nés dans un milieu favorisé, parce qu'ils ont des moyens, que ce soit financiers, capital symbolique, etc. Et d'autres sont exclus de cette production de traces. Et pour moi, c'est une humanité, on va parler d'inclusion tout à l'heure, l'inclusion elle est là aussi, c'est-à-dire tout être humain doit être en possibilité, en capacité de produire des traces. La trace, elle nous fait exister dans le temps. La trace, elle dit qu'on a existé, et lorsque nous regardons les traces produites par les générations précédentes, nous voyons leur histoire, nous entrons dans leur vie. Sans trace, il n'y a pas de vie pérenne à l'échelle des humains. Quels sont les passeurs, les références sur lesquelles vous vous appuyez ? Alors, j'ai envie d'en citer plusieurs, en y réfléchissant un peu. Le premier nom qui m'est venu, c'est Albert Camus. Et c'était vraiment les premières lectures que je faisais en tant qu'adulte, avec un très fort sentiment de recherche de la beauté, de peur de la désespérance, dans un monde déshumanisé. On perdait l'espoir. Et en même temps, donc la beauté, la désespérance, le danger de perdre le sentiment en nous, de perdre tout ce qui est sentiment en nous.
Et comment dire, je pense à Tipaza, je pense à ce désir de beauté. Dans le même monde du meurtre, dans le même monde, un soleil qui est au-delà de la vie humaine et qui nous berce, qui nous chauffe. Donc voilà, je pensais à Camus. Après, j'ai continué à réfléchir. J'ai dit Assia Djebar. Et quand j'ai lu Assia Djebar, j'ai beaucoup aimé plusieurs choses. D'abord la parole d'une femme, parce que je pense que je suis très sensible à la parole féminine, parce que la parole masculine me semble trop souvent d'abord péremptoire, trop sûre d'elle-même, alors que les hommes sont des êtres fragiles, mais avec un masque sans arrêt. Et je pense que la parole féminine, ce que je retrouvais à travers Assia Djebar, est une parole beaucoup plus vraie, beaucoup plus proche des choses, beaucoup plus proche de la peur, de la joie, du désir, de la perte, de beaucoup de choses. Assia Djebar. Et avec la question de la langue aussi qu'elle apporte. Dans quelle langue parlons-nous? Quelle est notre langue? Quel passage de langue nous a-t-on permis? Quand on la lit, on voit que son père lui a permis de parler français. Et cette découverte qui est la langue du colon, cette découverte-là lui a justement permis d'avancer dans la vie, sans perdre les langues qu'elle possédait avant, l'arabe, d'autres langues. Donc Assia Djebar. Alors ensuite, je voudrais parler de quelqu'un d'autre qui s'appelle Édouard Glissant. Édouard Glissant, c'est plusieurs choses. C'est la notion d'opacité. C'est parce que nous sommes opaques que nous pouvons vivre ensemble. C'est au contraire du monde contemporain qui dit qu'il faut la clarté. C'est l'opacité qui nous amène à lire le monde, à lire l'autre. Et l'opacité, on n'a pas besoin de... trop de clarté, c'est un monde totalitaire. Un monde qui contient de l'ombre, c'est un monde dans lequel on peut continuer à vivre, même cacher les autres. Glissant aussi, c'est le nègre marron, c'est la résistance, c'est le sortir, c'est la lutte, c'est aller dans les bois, c'est aller dans les collines, c'est vivre pendant des mois et des mois dans la nature, mais résister. Et je suis très sensible à travers Glissant à l'image de l'homme dans la plantation, de l'homme noir, qui est privé de tout. Il est là pour travailler. Il est là pour travailler. Et puis il y a la traite, évidemment, toute la question de la traite, avec chez Glissant cette idée que la traite négrière, c'est l'élément dans lequel tout un tas de facteurs jouent, d'éléments fondateurs de l'existence des Antillais, par exemple, mais d'une manière plus générale, tout les colonialismes, avec des aspects économiques, des aspects linguistiques, des aspects, de leur rapport au corps, enfin, toutes ces questions-là que Glissant aborde d'une manière très poétique, qui me touche beaucoup. C'est un poète et un philosophe. D'après vous, en quoi est-ce que vous faites au quotidien participe à une société plus inclusive, plus solidaire? J'ai rejoint ACT, je connaissais ACT quasiment depuis la naissance, même si je fréquentais de manière très irrégulière. Et de par mes fonctions, entre le conseil d'administration et puis les moments de formation, je pense que l'inclusion, celle qu'on oublie très souvent, c'est l'inclusion des personnes dans leur lieu de travail. C'est comment on crée un lieu de travail qui soit inclusif, qui permette à chacun un développement personnel, qui permette des coopérations, qui soit un espace apprenant. Donc cette dimension de l'inclusion, en général, on ne l'aborde pas parce qu'on ne sait pas l'aborder. Or, c'est peut-être pour les travailleurs de ce milieu-là, c'est peut-être la première des choses, c'est que
eux-mêmes se sentent inclus dans leur milieu de travail, que ce soit possible et que ce soit pensé. On a besoin de le penser à plusieurs. Après, l'inclusion, c'est la question de l'écoute, mais c'est aussi la question de la parole de chacun, de la possibilité que chacun prenne la parole. Donc c'est un ensemble de dispositifs pour que tous ceux qui sont a priori privés de parole, les invisibiliser de toutes sortes, que ce soit les personnes de grande pauvreté, que ce soit les personnes stigmatisées au nom de leur origine, que ces personnes accèdent à une forme de parole. Parle-toi aussi. Parle-toi aussi. Et il n'y a jamais une parole de trop. L'humanité elle est faite des paroles que les personnes portent. Donc l'inclusion, elle est là aussi. Après, ça veut dire qu'il y a d'autres aspects. L'inclusion, c'est, pour l'école en France, c'est changer totalement l'enseignement d'histoire. C'est prendre enfin l'histoire telle qu'elle est, c'est-à-dire notamment c'est la colonisation, c'est l'impact de la France sur l'Afrique, c'est comment ça se travaille, comment veut-on que les enfants et les adultes qui vivent, disons à Marseille, puissent se sentir dans un espace sain et humain si il n'y a pas de place pour leur histoire. Donc moi, c'est un combat que j'en veux beaucoup à l'école française qui passe sous silence ou qui fait semblant de traiter la question, mais qui surtout n'a pas envie de la traiter parce que ça lui fait mal à elle-même. Nous sommes en 2020. Si vous deviez nous parler de 3 chantiers qui vous semblent urgents à développer pendant cette décennie. Alors, 3 chantiers, ce serait le chantier du développement des pratiques de création, justement parce que des pratiques de création mises en relation avec des pratiques de savoir. Parce que je crois que là aussi, on scinde le monde en deux, et au contraire, l'un alimente l'autre. La création alimente sont des endroits, des lieux de production de savoir. Les savoirs réputés, les savoirs type scientifique, on a besoin des savoirs parce que ce sont des regards sur le monde, et c'est la rencontre de ces savoirs, de l'expérience et de ces savoirs savants qui me semble un chantier à développer. Il y en a peut-être d'autres, la création, peut-être encore l'histoire, parce que je suis très étonné de l'amnésie générale de nos sociétés. On oublie par où on est passé, on oublie ce qui a été fait, que ce soit en France par rapport au Maghreb, que ce soit en Allemagne par rapport à la Shoah, que ce soit dans d'autres endroits, par rapport à la traite négrière, on oublie. Donc cette lutte contre l'oubli, il ne faut pas que ça soit une culpabilisation. Il faut que ça soit une reconnaissance de la complexité de l'être humain. L'être humain, il est très profond, c'est parfois un gouffre, et ça fait aussi partie de l'humain. Donc retrouvons avec beaucoup de tact, beaucoup de prudence, et sans faire mal, de manière, sans chercher à blesser, mais on a besoin de travailler ces aspects-là. Si vous aviez des messages à faire passer à des formateurs, animateurs qui s'engagent pour une société plus émancipatrice, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire? N'oubliez pas votre parcours de vie, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas l'enfant que vous avez été, n'oubliez pas ce que vous avez vécu comme bonheur et comme affront peut-être, ne l'oubliez pas. Et retraduisez-le dans votre travail, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, parce que c'est à partir de ce que vous avez vécu que vous inventerez votre travail, vous l'inventerez, non pas le reproduirez ce qu'on vous demande de faire, vous l'inventerez, et c'est parce que vous l'inventez qu'on vous écoutera, qu'on vous comprendra, qu'on fera un pas vers vous. Et ensuite, un autre point, c'est travailler en collectif. Ça ne veut pas dire qu'on fasse tout en collectif, mais la dimension du collectif se perd aujourd'hui, et je pense qu'elle est extrêmement importante. Et le collectif, c'est justement l'addition
des imaginaires, des sentiments, des histoires, des désirs, des peurs des personnes. Donc travailler en collectif, continuer à travailler, lutter contre l'individualisation du monde du travail, de la formation, de la vie, de tout ce qu'on veut. Merci.